Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bienvenue sur Radio Courtoisie, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, clinicienne et auteur de Être parent en temps de crise aux éditions Guy Trédaniel. Alors, on va parler de l'aspect psychologique de la parentalité en temps de crise. C'est l'objet de votre livre. Aujourd'hui en France, on a l'impression qu'on est submergé par les crises, qu'elles soient donc sanitaires, et c'est l'objet principal, en tout cas de l'angle d'attaque de votre livre, qu'elles soient sécuritaires. On l'a vu encore avec cette attaque dans un lycée, et même qu'elles soient climatiques, puisque voilà, c'est lié avec le fait d'être parent aujourd'hui. Alors vous commencez votre livre en décrivant un trauma originel, celui de la vague de troubles psychologiques, pédopsychiatriques même, qui a suivi les mesures sanitaires qui visaient à lutter contre le Covid-19. Alors quel était ce trauma originel après cette crise du Covid-19 qui l'a touché et comment, plus que d'habitude? Pourquoi ? Oui, alors en fait, ce que j'explique dans le livre, le livre est né d'un double constat. En fait, le premier constat, c'est la vague pédopsychiatrique que l'on va observer à la suite de la crise de la Covid-19, avec des dégâts que je n'ai fait que répéter en fait dans les médias et sur lesquels je ne vais pas revenir ce matin, mais voilà, un très très grand nombre de symptômes psychologiques chez des enfants qui n'avaient pas d'antécédents, aussi bien chez les grands adolescents que chez des tout petits qui présentaient des retards de parole en arrivant à l'école. Et donc il y a cette vague pédopsychiatrique, mais cette vague pédopsychiatrique, je crois qu'on ne peut la lire qu'à la lueur d'abord du trauma originel sur lequel je vais revenir et sur fond d'une crise de l'autorité parentale. C'est-à-dire que moi, j'avais face à moi aussi des parents qui étaient extrêmement perplexes de voir que non seulement leur enfant allait mal, mais en plus, tout dans la société aujourd'hui, et de plus en plus depuis 40 ans, était fait et mis en œuvre pour que les parents soient dépouillés en fait de leur capacité à agir, puisque on ne fait que nous répéter que l'État va penser à notre place et que tout va bien se passer. On voit à quel point d'ailleurs tout s'est bien passé, avec un peu d'ironie, pendant la crise sanitaire. Donc voilà, donc il y avait ce double constat. Alors le trauma originel, en fait, c'est, j'essaye d'expliquer un trauma, c'est un événement qui fait effraction sur le plan psychique ou physique et qui va dépasser les capacités d'adaptation de l'individu. Et en fait, quand le 16 mars 2020, tout s'arrête, la vie s'arrête, tous les repères volent en éclats, en réalité, il va s'en suivre une série de mesures qui vont totalement... Je parle de réorganisation désorganisante du réel, c'est-à-dire qu'on va... à force d'injonctions paradoxales et de mesures nouvelles et subites, faire voler en éclats tout ce qui permettait aux enfants et à leurs parents et aux familles de se projeter. Alors bien entendu qu'il y avait le Covid, je ne dis pas qu'il n'y avait aucune origine à ces mesures, mais malheureusement elles ont totalement redéfini la santé plus rapidement que l'être humain n'était en mesure de s'y adapter, puisqu'on a redéfini la santé comme un chiffre de circulation virale. Et on a réduit la santé, qui est un état d'équilibre global, à l'éviction d'un virus, qui évidemment pour des mineurs en pleine croissance, n'avait aucun sens et mettait de côté des besoins fondamentaux, d'où tous les troubles somatiques. Parce que il y a aussi eu des troubles sur l'obésité, le sommeil, etc. Ça a déclenché aussi des problèmes somatiques chez les enfants et les troubles psychologiques qui s'en sont suivis. Donc j'explique vraiment ce qu'est le trauma pour que les parents comprennent comment eux-mêmes ont été pris dans une sidération qui peut expliquer qu'ils n'aient pas réalisé ce que leur enfant était en train de vivre et la mainmise de l'État sur le rythme et le corps de leur enfant. Et comment aujourd'hui, on doit reprendre nos capacités de pensée, gérer nos propres angoisses et offrir à nos enfants un mode de vie le plus possible, malgré les restrictions de liberté dans notre pays, en phase avec leurs besoins. Et ce que vous décrivez, donc cette réorganisation désorganisatrice et donc cette lutte contre le Covid, en effet, le président le premier le disait, on était en guerre. Et est-ce que c'est pas une société qui s'organise avec des restrictions, des couvre-feux, comme lors d'un conflit ? Mais en réalité, les enfants, et même les grands-enfants, depuis leur naissance, n'entendent que crise. Donc là, on est dans la crise sécuritaire, juste avant, on était dans la crise avec l'Ukraine, et puis la crise économique arrive avec l'inflation, et puis la crise sanitaire, et puis la crise écologique, fais pas de bébé, tu vas tuer un arbre. Donc ils n'entendent que ce mot du matin au soir.
Voilà. Donc leur cerveau, il est saturé de cortisol, il est saturé d'hormones de stress. Et ça crée des troubles d'apprentissage, et ça crée des dépressions, et on n'arrive pas à se projeter. Donc à quel moment, nous, en tant que parents, on repose une espérance? Alors beaucoup de nos auditeurs sont dans cette démarche, bien évidemment, d'autant que beaucoup de nos auditeurs ont la foi, et que ce que j'explique dans le livre, c'est que la principale ressource des parents, aujourd'hui, en réalité, elle est spirituelle. Puisque où qu'on pose les yeux dans notre pays, évidemment qu'il y a des challenges et des enjeux, voire même des combats qui... semble tout à fait perdu d'avance. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Je disais, finalement, ce qui s'est passé, c'est on a organisé la société comme si elle était en guerre. En guerre en permanence. Bon, après, c'est une guerre contre un virus. C'était des mesures... et peut-être revenir comment vraiment... psychologiquement, elles ont pu avoir des conséquences psychologiques. Mais voilà, on s'est créé une guerre contre un virus. Alors, c'est très important cette rhétorique de la novlangue, et je reviens longuement dans le livre sur le langage, les glissements sémantiques. On va parler d'efforts aux étudiants alors qu'il s'agit d'un sacrifice. On va parler de guerre quand il y a un virus. Mais en même temps, cette notion de guerre qui a été ce langage très martial dès le début... je pense que ça n'est pas qu'un glissement sémantique, et qu'effectivement, il y a toujours dans la parole, hein, si on prend les choses du point de vue de l'inconscient, quelque chose de vrai. Et qu'il y avait une forme de guerre. C'est-à-dire que toute cette rhétorique est aussi arrivée sur une société extrêmement archipélisée, où d'un côté, il y avait des individus qui étaient dans un individualisme forcené, avec une anthropologie de la performance, un culte de l'avoir, du faire, du paraître, de l'agir, complètement coupé de la valeur de l'affect, du lien, etc. Finalement, complètement coupé de ce qui a de la valeur. Et puis en même temps, des communautarismes. Et ces deux éléments menacent évidemment la démocratie, puisque on n'a plus de récit collectif qui nous permet, quelque part, de dépasser l'immédiateté du concret. Et donc, c'est venu un peu, cette espèce de crise avait un boulevard dans ce vide spirituel, je crois. C'est-à-dire qu'elle est venue un peu comme du cellophane, donner une espèce de collagène social et réunifier les gens autour de quelque chose de très, très grave qui, selon moi, en fait, déplaçait un besoin de réunifier profondément le pays. Mais ça, c'est toute la dimension de la crise démocratique sur laquelle je reviens au début du livre, de cette démocratie qui, en fait, depuis 40 ans, est devenue une bureaucratie obèse qui obéit à des ordres qui ne sont pas pris à l'échelle nationale. Eh ben, on pourrait y revenir. Ce qui est intéressant, alors pour j'imagine des auditeurs de ligne droite, et c'était mon cas, on n'a pas forcément conscience qu'en fait des mesures politiques, un contexte même géopolitique, mais que la politique, les affaires publiques entre guillemets, peuvent avoir un impact psychologique. En fait, que des décisions aussi graves que confiner des gens, leur empêcher de, par exemple, reconduire les enfants chez eux quand ils sont cas contact, fermer des classes, tout ce basculement a des effets psychologiques, et vous décrivez que le système nerveux donc réagit de deux façons face au stress, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, soit de façon hyperactive, avec l'adrénaline, la colère, l'autodéfense, ou bien le cortisol, donc l'abandon un peu, la dépossession, et même je crois que vous parlez de ça, de la dissociation, c'est bien ça? Oui. Alors en fait, si vous voulez, face à un stress, c'est-à-dire un éclatement de vos repères, une agression, qu'elle soit aiguë, vous vous faites attaquer dans la rue, ou chronique, avec des mesures qui déstabilisent complètement vos repères et qui rendent les places très confuses, parce qu'il y avait ça aussi, c'est-à-dire que pour les enfants, les places étaient très confuses. Ils voyaient leurs parents, en fait, eux-mêmes en difficulté. Le cerveau, on a tous une fenêtre de tolérance émotionnelle face au stress. Donc, tant qu'on est dans un stress à peu près normal, je prépare une interro de maths, etc., on est stressé, mais stressé de manière bonne, c'est-à-dire on est mobilisé, on a tous nos sens qui sont en éveil, on est concentré, on va faire face à l'exigence d'adaptation. Et puis, il y a un moment donné où le stress est tellement important que le cerveau est baigné d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline, etc. De manière très très violente, l'amygdale, qui est en fait l'alarme cérébrale, l'amygdale s'emballe, et la personne est en hyperactivation. Sauf que, comme le cerveau est extrêmement bien fait, il doit assurer la survie de l'individu, et s'il est trop longtemps en hyperactivation, il y a un risque d'accident cérébral ou d'accident cardiaque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment donné
où des hormones puissamment anesthésiantes, à savoir la kétamine et la morphine, vont prendre le relais, encapsuler les hormones de stress et faire passer l'individu. C'est ce que décrivent les victimes de viol quand elles disent tout d'un coup je n'étais plus là et je voyais la scène mais j'étais plus dans mon corps, vont faire passer la victime en hypoactivation. Ce qui fait qu'en fait on a eu des enfants qui avaient l'air de s'adapter mais qui en fait n'étaient pas là. C'était des enfants qui étaient complètement résignés, éteints. Et c'est beaucoup plus tard qu'on a compris que ces enfants, en fait, avaient des symptômes dépressifs. Donc, c'est vraiment important de rester très conscient quand on est parent que nos enfants ont des besoins spécifiques, qu'un enfant n'est pas un adulte, et que ces besoins spécifiques, c'est à nous d'être un rempart, en fait. Quand le monde extérieur passe par-dessus ces besoins spécifiques et leur rythme propre de croissance, parce qu'un enfant peut passer en hypoactivation, et donc ça va passer sous les radars, il n'y aura pas de plainte. Moi, j'ai entendu des gens me dire « Non, mais elle est tellement habituée au masque qu'elle oublie de l'enlever en sortant de l'école ». Ça ne veut pas dire que cette petite fille va bien. Ça veut dire que cette petite fille s'est adaptée à quelque chose qui n'était pas bon pour son développement et que ça va laisser des séquelles. Donc nous, parents, nous devons d'abord de gérer nos propres angoisses. On devait gérer notre peur, quelle qu'elle soit. Et puis de rester très en phase avec les besoins du développement de l'enfant qui n'étaient pas du tout, dont on ne tenait pas compte, et la Société française de pédiatrie l'a rappelé, dans les circulaires bureaucratiques et dans les mesures qui étaient prises en fait. Vous décrivez donc cette crise sanitaire et toutes ces mesures sanitaires appliquées par les Français qui parfois allaient loin, et vous décrivez notamment parfois des enseignants ou des surveillants qui ont peu d'empathie envers les élèves, qui se plaignent un peu, mais finalement bon, le masque il s'habitue, etc. Et en fait vous comparez ça à l'expérience de Milgram. Pourquoi cette crise sanitaire a été une expérience de Milgram à grandeur nature selon vous? En fait, ce qu'il y a, c'est que plus une société est déspiritualisée, plus la peur prend facilement sur l'esprit des gens. Et donc, pour un grand nombre de nos concitoyens, la peur d'être ostracisé, la peur de perdre son travail, la peur d'être montré du doigt, la peur aussi de se sentir coupable si jamais quelqu'un était contaminé, etc., a fait que on a laissé là, comme le prévoyait Bernanos et comme le décrit très bien Sami Ali, qui est le grand penseur de l'unité psychosomatique en France, on a laissé là l'impératif de penser, de sentir en fait, et de se relier au profit en fait de l'impératif de se conformer à une norme, quitte à se dissocier justement de notre empathie, de notre bon sens, de notre obligation aussi d'être secourable vis-à-vis des personnes vulnérables. Et c'était pas uniquement en les enfermant dans une pièce toute seule qu'on leur était secourable, quoi qu'on en dise. Donc quand je dis que c'est une expérience, alors j'explique ce que c'est que l'expérience de Milgram, c'est-à-dire que j'explique que pour un être humain, il est possible, sans aucune mauvaise intention, de commettre des choses qui vont faire du mal à l'autre, dès lors qu'il a un narratif qui lui permet de rationaliser et que, en fait, c'est non seulement pas lui le responsable de l'acte, et qu'en plus, il pense vraiment que c'est pour le bien. Et les Anglais ont dit qu'ils avaient exagéré le risque pour faire en sorte que la population se plie aux mesures sanitaires. Et au moment où les Anglais l'admettaient, nous, en France, on avait quand même des gens qui nous demandaient de reconfiner plus sévèrement alors qu'on observait des suicides chez les enfants. C'est-à-dire que là, on voit bien comment le narratif pèse extrêmement lourd, puisqu'une fois que vous êtes sous l'emprise du chiffre statistique, l'emprise au sens d'emprise véritablement mentale, de peur, de sidération, il devient extrêmement compliqué d'exercer son discernement et de dire oui, il y a la loi, il y a le décret, mais il y a aussi l'éthique. Et l'éthique me dicte de ne pas martyriser cet enfant qui pleure dans la pharmacie quand je lui enfonce des cotons-tiges dans le nez, parce qu'on avait quand même des scènes. Peut-être que nos auditeurs se disent que je suis à côté de la plaque parce qu'ils ont eu la chance de ne pas assister à ça, mais malheureusement, nous, les cliniciens, on assistait à ces situations de très grande détresse. Des enfants qui venaient dans mon bureau et qui me disaient quand j'ai dit à la maîtresse que j'avais envie de vomir avec mon masque, elle m'a dit d'aller aux toilettes si j'avais envie de respirer. Donc on voit bien des situations où les adultes, parce qu'ils étaient eux-mêmes pris en étau, il n'y a pas de jugement à poser là-dessus, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes pris en étau, ont pu devenir en fait humiliants et laisser dans le cerveau de ces enfants en pleine construction de la peur et de l'anxiété. Et je crois que particulièrement aujourd'hui, où quasiment 3 ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty, on a à nouveau un enseignant qui est assassiné, c'est très important qu'on puisse, nous, parents, n'être ni dans le déni, ni dans la panique, et poser une parole qui restaure en fait des limites psychiques à nos enfants qui sont effractés en fait de crise en crise, qui sont de plus en plus effractés.
Alors finalement, vous appelez les parents et aussi les personnes qui s'occupent d'enfants au discernement et à résister parfois à ce qu'on peut leur demander. Puisque là, pendant la crise du Covid-19, on obéissait à une logique très, très sanitaire, très médicale, mais qui était complètement déconnectée de la réalité de l'affect et de la psyché des enfants et même des adultes. Vous en appelez à une forme de résistance. Je pense qu'il est urgent de penser. Et que l'impératif catégorique, quand on devient parent, ça n'est pas d'obéir, c'est de penser et c'est d'élaborer ce qui se passe. Voilà. Et qu'il n'est peut-être pas indispensable de faire pleurer un enfant de 3 ans pour le tester, qu'il n'est peut-être pas indispensable d'enfermer un enfant de 11 ans qui n'a aucun symptôme dans une chambre d'amis pendant 10 jours en lui posant un plateau repas devant la porte. Et en fait, qu'il n'est peut-être pas indispensable de plonger dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Et que Milosz décrivait dans La pensée captive, en fait, à l'époque des démocraties populaires, cette façon dont le citoyen, de proche en proche, délaissait sa pensée et son esprit critique. Et on voit bien comment la baisse de l'instruction et la baisse de la culture à l'école depuis 40 ans a fait que ma génération, déjà, a moins de clés historiques. On le voit bien dans la formation des médecins qui n'ont pas fait leur humanité. Ils ont moins d'éléments historiques et philosophiques pour penser le réel. Mais je crois que dans une démocratie qui est essentiellement devenue une bureaucratie, il est véritablement urgent que nous reconnections à nos ressources spirituelles, morales, psychologiques, intellectuelles pour penser ce qui est demandé à nos enfants, parce que là, on est parti du constat de la vague pédopsychiatrique après la crise sanitaire, mais encore une fois, je le répète, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'on leur raconte sur l'écologie, et là, je crois vraiment que forger leur esprit critique sera la meilleure immunité psychique contre l'angoisse. Et vous parlez des repères éthiques, moraux. Finalement, ce qui a été décrit comme des carcans, des limites à l'émancipation individuelle, ces repères moraux sont une sécurité et une stabilité pour notre santé psychologique ? Oui, à l'émancipation individuelle, mais aussi à la santé collective, en fait. Parce que comment faire société quand même les plus jeunes sont persuadés qu'ils sont un danger pour l'autre et que l'autre est un danger, parce que c'est ça, en fait, qu'on a mis dans leur tête. Ils avaient quand même des traits destinés à la craie dans la cour de l'école dont ils ne devaient pas sortir, parfois. Enfin, on est arrivé à des choses que même Kafka n'avait pas imaginées dans ses livres. Donc, oui, voilà, je pense que nous avons des clés, nous pouvons nous informer sur les besoins, et je rappelle dans le livre, pour aider les parents, quelles sont nos ressources, quelle est la fonction parentale. Et une des fonctions parentales, c'est ce qu'on appelle l'object presenting, c'est-à-dire de présenter la réalité à l'enfant de manière progressive et adaptée à son stade de développement. Ça ne nous viendrait pas l'idée de lui donner un morceau de viande pas mouliné quand il n'a pas encore de dents. De la même manière, je crois que les enjeux que nous ne daignons pas, les défis de la réalité, quels qu'ils soient, nous devons de les lui présenter sans déni, on n'est pas chez les bisounours, mais sans panique, progressivement, au fur et à mesure de ces stades de développement. Et c'est pour ça que je rappelle dans le livre les stades de développement de l'enfant. Et alors, comment les parents, concrètement, peuvent protéger l'enfant qui... Alors, parce que ces parents qui vont lui donner du coup cette projection du réel, comme vous disiez, mais face aux médias, à une information qui ne serait pas filtrée du coup. Donc au choc, par exemple, quand ils apprennent qu'il y a un attentat dans un collège. D'abord, on protège les enfants des images. Le témoignage de cet adolescent là dans le collège où l'enseignant de lettres a été assassiné dit bien que ce qui l'a le plus choqué, c'est les images des caméras de vidéosurveillance, en fait. Donc, on protège les enfants des images. Les images, ça crée des traces mnésiques qui sont impensables, qui ne sont pas élaborables, qui les mettent en état de sidération traumatique. Et c'est là qu'on risque une dissociation, c'est-à-dire que pour gérer le choc, l'enfant va se couper de ses affects et de ses émotions et va devenir un robot. Et c'est ça qui est très dangereux. Et ensuite, on met de la parole, c'est-à-dire qu'on dialogue, on lui explique. Par exemple, en ce moment, c'est important, je pense, de faire penser nos adolescents et de leur donner des éléments de langage sur qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas la même chose que la guerre. Le gouvernement, c'est pas la même chose que le peuple. Revenir sur des éléments qui, en fait, vont mettre en route la pensée. Et quand vous mettez en route la pensée, déjà, ça s'appelle l'intellectualisation. Vous mettez à distance l'angoisse. Donc ça, c'est très, très important. C'est aussi très important de se sentir confiant et légitime dans notre position de parent, parce qu'aucun parent n'est expert en tout. Aucun parent n'est expert en psychologie, en géopolitique, sur le conflit israélo-palestinien, en diplomatie. En revanche, tous les parents connaissent leur enfant et sont en capacité de lui donner des éléments pour penser. Merci Marie-Estelle Dupont. Restez avec nous, il est 9h, c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil.
Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes avec Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et auteure de Être parent en temps de crise aux éditions Guy Trédaniel. Alors Marie-Estelle Dupont, vous parlez aussi dans votre livre de la colère. Pourquoi elle est saine et parfois nécessaire et pourquoi parfois elle est aussi, on en est dépossédé quand psychologiquement nous sommes dissociés. Vous allez revenir sur cette notion évidemment parce que je ne les maîtrise pas forcément. La dissociation, c'est ce moment où pour faire face donc, à un stress qui est trop prolongé, l'enfant ou l'adulte va se couper en fait de ses perceptions. Or, on sait que le corps est la boussole de la pensée et que en fait, nos émotions sont essentielles à la survie puisque c'est elles qui donnent des marqueurs aux situations. Donc une émotion de colère, une émotion de peine, une émotion de joie, c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas psychiatriser. Une émotion est au contraire le signe qu'on est en bonne santé mentale et qu'on est en lien avec le monde extérieur et qu'on y réagit. Et le problème quand vous dissociez pour éviter la douleur, c'est que vous vous coupez de la douleur, mais vous vous coupez de toute la gamme de vos affects et que donc vous n'avez plus d'empathie, vous n'avez plus de capacité à vous adapter en fait à l'autre et surtout à la situation de manière juste et fine, puisque c'est à partir de vos émotions que vous allez pouvoir exercer un discernement. Si vous refoulez vos émotions un jour, elles vous submergent. Si vous pouvez passer au peigne fin ce que vous ressentez, vous allez prendre une décision adaptée. C'est-à-dire que face à des émotions très contradictoires, c'est-à-dire d'un côté j'ai peur de perdre mon boulot ou de mettre mon enfant en difficulté, mais d'un autre côté je vois mon enfant en souffrance, c'est de tamiser et de trier vos émotions qui va aussi vous donner l'indication de l'endroit où vous devez vous positionner pour l'aider et pour tenir votre fonction parentale. Et donc ce que j'explique dans le livre, c'est que les parents qui étaient eux-mêmes dissociés parce qu'ils avaient appris à obéir sans réfléchir, finalement, étaient coupés d'une saine colère. Et il y a un très joli livre que je ne saurais que recommander à vos auditeurs qui s'appelle Sainte colère de Lita Basset, qui a été écrit par cette femme pasteur il y a des années, où elle explique en fait que la colère, c'est justement la contre-violence. C'est la possibilité que Job est en colère et que c'est la possibilité en fait d'élaborer le réel et ensuite de se positionner de manière appropriée. Donc oui, je pense que nous les parents, être en colère, c'est aussi montrer à nos enfants qu'on n'est pas atone, qu'on ne se laisse pas passer dessus par le rouleau compresseur de la bureaucratie et qu'on est encore capable de dire non et de restaurer des murs dans la maison, d'éteindre la télé, d'éteindre les réseaux sociaux, de remettre de la joie, de remettre de la pensée, de remettre du dialogue et finalement de ne pas renoncer et dire déjà à l'enfant, tu sais, je suis en colère parce que je ne suis pas aujourd'hui en mesure de t'éviter ça. Ça permet à votre enfant de ne pas être abandonné, en fait. Même si vous n'êtes pas tout puissant et que vous n'avez pas de baguette magique immédiatement, ça fait toute la différence. Moi, je l'ai vu, en fait. Les enfants, finalement, qui allaient le plus mal, c'était les enfants dont les parents faisaient comme si de rien n'était. Et les enfants dont les parents étaient très mal, me disaient « je suis très inquiet, je suis très en colère, je ne sais pas comment faire », bah, finalement, ça créait déjà un abri parce que les parents étaient obligés de traiter leur angoisse et de réfléchir, et donc les enfants ne se sentaient pas tout seuls. Et vous parliez tout à l'heure de ces parents qui ne se sentent pas légitimes parce que nous sommes un peu guidés, paternalisés dans notre façon de vivre et donc d'éduquer nos enfants. Comment faire face à cette paternalisation, enfin cette infantilisation des parents qui sont parents du coup? Mais je crois que c'est à nous de nous rappeler que, en fait, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes des mammifères et que donc nos petits ont besoin de nous et que nous sommes tout pour eux au début de leur vie. C'est bien pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait de ce pouvoir qui est assez effrayant, hein, d'une certaine manière, si on en prend conscience. Et que l'infantilisation de Big Nounou qui nous raconte que, de toute façon, nos enfants sont les enfants de la République et que on sait mieux que nous ce qu'il faut manger, ce qu'il faut penser et comment il faut agir et comment il faut s'éduquer sexuellement et affectivement. Je crois que c'est non, en fait. Je crois que l'école instruit, que les parents éduquent, que un enfant qui va bien, c'est un enfant qui vit dans un environnement où chacun est à sa place et que chacun doit reprendre son rôle. Donc oui, on a des doutes, mais finalement, un parent qui doute, c'est un parent qui est conscient de l'ampleur de la tâche. Et on doit absolument avoir confiance en nous parce que finalement... l'idée que l'homme devrait être arraché par l'État à ses traditions, à ses racines, à ses scories familiales, si je suis d'accord que les familles sont toutes imparfaites, mais c'est la famille et c'est nos racines, eh bien, c'est très dangereux pour eux parce que ça va en faire des enfants extrêmement manipulables. Donc on doit reprendre notre place, même si on a tous les jours le sentiment, finalement, plus on s'en occupe, plus on sent qu'on ne fait pas parfait. Mais c'est je crois que c'est dans cette ligne très
très délicates à tenir aussi, qu'on leur donne le meilleur de nous-mêmes parce qu'on est véritablement les manches retroussées pour rester à l'écoute de leurs besoins et notamment de leurs besoins de cadre. Parce que le fait qu'on ait tout lâché, qu'on ait bousillé complètement les cadres et qu'aujourd'hui les adultes sont un peu des ados attardés qui veulent kiffer, c'est aussi ce qui explique que nos enfants vivent dans la cour de l'école des situations insupportables de harcèlement parce qu'il n'y a plus de figure d'exemplarité qui repose une limite en fait. C'est intéressant, vous parliez tout à l'heure du fait que les parents, nous sommes donc des mammifères, et que le discours ambiant, et y compris l'écologie, qui donc veut appliquer, qui veut protéger les écosystèmes, etc., on oublie que nous sommes des mammifères avec des émotions, avec aussi des instincts, même si ils sont régulés et c'est tant mieux. Mais comment on peut s'inspirer du fait animal, de notre vraiment biologie animale pour essayer de se raccrocher au réel, se raccrocher, de reprendre la maîtrise de notre existence. Je crois qu'il faut se rappeler de la valeur du lien, c'est-à-dire que l'éthologie a montré que chez les grands mammifères, la survie dépend du lien. Et donc, quand au nom de la santé, vous enfermez de force chez eux des gens bien portants, il est évident que vous menacez l'équilibre de la société et l'équilibre psychosomatique de l'individu. La survie dépend du lien d'attachement. Jusqu'à 3 ans, le tout petit a besoin d'avoir un contact physique et tactile particulier avec ses figures d'attachement. On sait bien qu'il y a déjà beaucoup de parents séparés, qu'il y a déjà beaucoup de situations familiales difficiles. N'en rajoutons pas dans le déni des besoins humains. Et aussi bien le toucher que le lien affectif sont essentiels. L'éthologie a montré que si vous mettez 2 groupes de petits singes, des petits singes avec un biberon au bout d'un fil de fer, donc une ration calorique, mais que la maman n'est pas là, très vite, le petit singe se détourne du biberon et en fait se met dans un coin de la cage, ne prend pas de poids et se laisse aller et s'enfonce dans une forme de dépression. Et je parle de petits singes, donc je parle de grands mammifères, mais vous imaginez pour un être humain. Alors que le petit singe qui a sa maman près de lui mais qui n'a pas accès à de la nourriture, donc il y a un manque calorique mais qui a de l'affect et de la chaleur, va maintenir ses constantes biologiques longtemps. Et on a fait la même expérience avec les orphelins après-guerre. On a vu les syndromes d'hospitalisme, en fait, c'est-à-dire des orphelins de guerre qui mouraient de chagrin. Qui mouraient de chagrin, c'est-à-dire que c'était des dépressions anaclytiques. Ils étaient changés, ils étaient nourris. Les nurses étaient évidemment très compétentes et dévouées, mais elles étaient débordées, donc ces enfants n'étaient pas stimulés et ces enfants se laissaient glisser. C'est pour ça que pendant toute la crise, j'ai dit aux parents, attendez, gardez votre cœur de parent, en fait, au milieu de votre cerveau et continuez de faire des câlins à vos bébés, bien évidemment. Alors, je me suis fait traiter de criminelle, mais j'ai peut-être évité à des mamans aussi de trop douter de leur instinct. Et je crois que cette tendresse qu'on offre à notre enfant le rendra apte à accepter les limites, les cadres, les interdits, et aussi apte à dire non à de la manipulation et à de l'abus, parce qu'on sait qu'un enfant carencé est un enfant qui est plus vulnérable à des abus, notamment d'ordre sexuel. Alors on va continuer cette comparaison comparaison avec les mammifères, nous en sommes, mais nous sommes la première espèce aujourd'hui à se poser la question de la reproduction. Qu'est-ce que vous évoque c'est un peu ce mouvement donc No Kid, qui est donc en anglais pas d'enfant forcément, qui consiste à voir dans la reproduction donc plus de consommateurs, donc plus d'émissions de carbone, donc une aggravation du changement climatique. Qu'est-ce que ça dit de l'espèce humaine ? C'est pas toute l'espèce humaine qui est dans ce... Voilà, c'est un symptôme, en fait, c'est un des multiples symptômes de la modernité occidentale malade. La modernité occidentale, ça fait... je suis gentille en disant 40 ans. Elle s'est complètement plantée d'anthropologie, selon moi. Et comme l'anthropologie est la mère de toutes les sciences humaines, forcément, si l'anthropologie se plante, l'histoire se plante, l'éducation se plante, la psychologie se plante. Et donc, je crois que ça dit à quel point on souffre, en fait. L'Occident moderne souffre d'une forme de dépression et de haine de lui-même. Et moi, je trouve ça terrifiant. Qu'on ait harcelé comme ça le cerveau des jeunes femmes. D'abord, on leur a dit « fais pas d'enfants pour faire carrière » et maintenant « fais pas d'enfants pour sauver des arbres ». Alors, je dois être coupable de déforestation étant donné que j'ai 3 enfants, mais je l'assume. Je trouve ça extrêmement grave de diviser pour régner, en fait. L'enfant est le fruit de la nature, l'enfant n'est pas l'ennemi de la nature, donc c'est d'une aberration totale. Je pense que c'est aussi le discours de gens très endoctrinés et très ignorants, parce que quand vous parlez avec des gens, moi j'y connais
je m'y connais peu en écologie, mais quand vous parlez avec des agronomes, avec des gens qui sont sur le terrain, ils vous disent aussi que les solutions qu'on nous vend aujourd'hui pour sauver la planète ne fonctionnent pas, qu'il y a des solutions qui fonctionnent et dont on ne nous parle jamais. Donc je crois que les difficultés écologiques qu'on rencontre aujourd'hui ne seront pas résolues en arrêtant de se reproduire et en se suicidant collectivement. Est-ce que c'est aussi psychologiquement une auto-justification de choix plus égoïstes ? Ah oui, complètement. Non mais merci de poser la question parce qu'en fait j'ai même pas pensé à le dire, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on est, on a été tellement dans le culte de l'individualisme forcené, jouir sans entrave, faut kiffer, l'horizon de la vie c'est le confort, qu'on a menti dans cette anthropologie moderne aux gens en leur racontant que le bonheur c'était de pas s'engager. Et quand vous connaissez un peu la psychologie humaine, ce que vous remarquez, et d'ailleurs ça s'est vérifié chez les enfants pendant la crise sanitaire, c'est qu'en fait les gens heureux sont les gens qui s'engagent et que les enfants qui s'en sont le mieux remis, c'est ceux qui restaient finalement quand même engagés dans des choses de groupe, alors oui, à distance, etc., mais qui reprenaient très vite des activités de groupe. Parce que finalement, c'est dans l'engagement que vous trouvez la confiance en vous, que vous déployez votre potentiel, que vous restez créatif, que vous restez en lien. Et c'est pas vrai de raconter que le bonheur, c'est le confort et que le bonheur, c'est pas s'engager. Je crois que les gens se sont jamais aussi peu mariés et finalement, on n'est pas du tout plus heureux que quand on prenait des risques affectifs et des risques sur le long terme. Je crois que l'audace de prendre des risques rend heureux parce que ça mobilise toute la créativité de notre cerveau, donc on fabrique plein d'hormones cérébrales de bonheur. Récemment, sur le plateau de C'est ce soir, Corinne Mayer, qui a écrit notamment No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, elle expliquait que justement que la famille était un rétrécissement et un repli sur soi, dans le sens où justement les femmes qui avaient des enfants s'engageaient moins. Est-ce que c'est une réalité ou du moins c'est juste que l'engagement est différent et il est maternel ? Oui, alors elle dit qu'en gros quand on devient une famille, on est un clan autarcique avec un gros 4x4. Alors moi j'ai pas de gros 4x4, je pense que ce qu'elle décrit, elle l'a vu. Oui, c'est sûr, on peut constater, oui, parfois il y a des grosses voitures pour mettre beaucoup d'enfants dedans. Je crois, ou des grosses voitures pour mettre une seule personne avec un masque. Je crois que tout existe, d'accord ? Et je crois qu'on peut faire des enfants pour d'excellentes raisons, comme on peut faire des enfants pour ne pas s'occuper d'autres problèmes et pour ne pas avoir son manque de confiance en soi, pour ne pas élaborer la peur d'autres choses. Tout existe et le même choix n'a pas les mêmes motifs inconscients chez chacun. Réduire la famille à un groupe d'individus repliés sur eux avec un gros 4x4, je pense qu'il faut qu'elle aille ailleurs qu'aux États-Unis ou dans certains endroits de France où elle a été, que ça existe, mais qu'il existe fort heureusement bien d'autres choses. On voit comment des enfants de familles nombreuses sont au contraire ultra engagés dans des mouvements à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas peur de l'autre. Ils n'ont pas peur de rendre service. Ils n'ont pas peur de ne pas être le centre du monde. Au contraire. Et donc non, je pense aussi qu'il y a eu un individualisme forcené et que l'intolérance aujourd'hui à la frustration d'un grand nombre d'adultes fait qu'on voit l'enfant uniquement comme une contrainte et on ne voit pas du tout l'enfant comme... éduquer un enfant, c'est un travail qu'on fait pour toute la société, parce que si dans 20 ans, 25 ans, cette personne est équilibrée et qu'elle est capable de travailler et d'aimer, vu l'état des gens aujourd'hui, franchement, on a rendu service à la société. Et on va terminer rapidement, Marie-Estelle Dupont, sur cette crise spirituelle. En quoi le spirituel est aussi un besoin psychologique ? Oui, alors on a raconté à l'homme moderne en Occident qu'il était tout puissant, que Dieu n'existait pas, que la religion ça n'avait aucun intérêt, que c'était qu'un processus névrotique, et là-dessus certains de mes confrères ont eu leur part de responsabilité, sauf qu'on a une fois de plus oublié les besoins des mammifères, et je parle bien des mammifères. Le mammifère a besoin de croire. C'est-à-dire que s'il ne croit pas qu'il existe quelque chose de bon, qu'il existe le bien à côté du mal, il ne va pas pouvoir se mobiliser face aux épreuves de la vie. Je veux dire, les Grecs, ils avaient inventé la tragédie parce que ça permettait de mettre en scène aussi nos grandes angoisses, de comprendre que tout le monde était pris dans ces grandes angoisses, et donc de penser, de créer, d'imaginer, de croire. Et je crois que l'homme tout-puissant, c'est un adolescent tout impuissant, finalement, parce qu'on a le vertige quand on se croit au-dessus de tout, au-dessus de Dieu. On veut recréer les conditions de l'existence, et c'est là qu'on bascule dans un progressisme qui est mortifère, parce que bien évidemment que l'homme n'est pas tout-puissant, et donc bien évidemment qu'il va être extrêmement vulnérable et poreux à des endoctrinements, à des délires sectaires qui soient religieux, politiques, idéologiques, écologiques, quels qu'ils soient. Alors que quand il peut se relier à une transcendance et à quelque chose de plus grand que lui, eh bien finalement, il est moins vulnérable à la peur. Et on voit bien d'ailleurs que les gens qui croient en quelque chose de transcendant et de non visible
sont globalement beaucoup moins consommateurs de psychotropes parce qu'ils ont une capacité à faire fond sur eux-mêmes, à méditer ou à prier. Je ne suis pas en train de faire uniquement, de passer uniquement un message chrétien ici, mais une capacité de se relier à l'invisible, et donc ils sont moins sous l'emprise du concret et du factuel immédiat. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont, c'était passionnant. Vous êtes psychologue clinicienne et auteur de Être parent en temps de crise aux éditions Pré Daniel.